remporte la victoire sur les Vénètes après avoir mené une rude bataille navale. Il mène une deuxième campagne au-delà du Rhin. À ce moment, à Rome, la situation politique est trouble. La lutte des partis est vive et des critiques s'élèvent contre César. En Gaule, on commence à trouver ses frères plutôt en contre. Dumnorix, qui a toujours été opposé à la collaboration avec les Romains, prêche la désobéissance. Il va d'ailleurs être assassiné. Les Arvernes, de leur côté, se révoltent contre les Romains, avec Vercingétorix à leur tête. Les Romains battent en retraite à Gergovie. Après bien des hésitations, les Éduins vont basculer dans le camp des ennemis de Rome. Avec le concours des druides, une grande assemblée se tient à Bibracte, où se retrouvent Éduins, Arvernes, avec Vercingétorix, et des peuples ennemis. Nos chaînes sacrées en sont témoins. La Gaule doit être libérée des aigles romaines. Nos sanctuaires, nos forêts ne doivent plus être souillés par ces impies. Nos dieux sont irrités. Vercingétorix est le chef qu'il nous faut. Il nous conduira à la victoire. Viva! Avance, Vercingétorix, que la pierre sainte reçoive ton serment, que nos dieux justes et terribles arment ton bras, et qu'ils nous assistent tous. Une grande bataille s'engage entre les Romains et la coalition gauloise. Elle se clôt par le siège d'Alésia, un piège pour les Gaulois qui sont battus. César pose les conditions de la reddition, livraison des armes et des chefs. Vercingétorix se rend. Tout est perdu pour nous. Tout est fini pour moi, Vercingétorix. C'est à César que la déesse Fortune a souri.
À quoi bon porter ce nom de Vercingétorix, qui veut dire roi suprême des guerriers? Ô souverains anciens des Arvernes, Bituite, ô Celtil mon père, que dire devant vous? Je n'aurai pas ma vie d'homme pour accomplir un destin glorieux. Je vais descendre maintenant, un à un, les degrés vers une mort infâme. Écoutez César résumer lui-même la fin de ses opérations. Il a pris ses quartiers d'hiver à Bibracte, où il dicte le livre 7 de ses commentaires de la guerre des Gaules. Ne vous étonnez pas de l'entendre parler de lui à la 3e personne. César ordonne qu'on lui remette les armes, qu'on lui amène les chefs des cités. Il installa son siège au retranchement devant son camp. C'est là qu'on lui amène les chefs. On lui livre Vercingétorix. On jette les armes à ses pieds. Il met à part les prisonniers Éduin et Arverne, pensant essayer de se servir d'eux pour regagner ses peuples. Et il distribue les autres à l'armée entière, à titre de butin, à raison d'un par tête. Tout cela réglé, il part chez les Éduins. La cité fait sa soumission. Il rend aux Éduins et aux Arvernes environ 20 000 prisonniers. Titus Labienus, avec 2 légions et la cavalerie.
Ton ancêtre lointain Proculus, le général Éporédorix, sera nommé à la tête de la légion l'Alouette, qui accompagnera César dans ses campagnes ultérieures. 1 an après, la Gaule sera entièrement pacifiée. Les Éduins reçoivent le titre de peuple fédéré, et César, lui, pourra connaître à Rome les grandes cérémonies du triomphe. L'heure des bilans est venue. César les fait à sa façon, en restant vague et évasif sur le nombre de victimes et de prisonniers. On a pu résumer ainsi à sa place. César prit d'assaut plus de 800 places fortes, soumit 300 tribus, combattit 3 millions d'ennemis, fit 1 million de cadavres et emmena 1 million de prisonniers, destinés aux marchands d'esclaves. Est-ce que ces chiffres sont grossis? Ce qui est sûr, c'est que César, qui était parti de Rome avec des dettes colossales, y a fait son retour à la tête d'une fortune fabuleuse. Maître, pardonnez-moi, je ne comprends pas bien. Vous nous parlez toujours de Bibracte et jamais d'Augusto Dunum. Patience, Proculus, patience. J'y arrive justement. Bibracte, dont je vous ai dépeint la prospérité, commence à décliner. Les activités ralentissent, des habitants la quittent. Peu à peu, Bibracte va s'endormir. En effet, plus à l'est, autour de ce qui est aujourd'hui notre ville, s'étendaient de vastes domaines agricoles, ce qui signifie possibilité de commerce et d'échange. D'anciens lieux de culte existaient qui en faisaient un site familier aux Éduins. Des routes importantes et des voies naturelles se rencontraient dans cette région au climat moins rude que les hauteurs de Bibracte. Et surtout, des carrières à proximité offraient des matériaux de construction, de la pierre de qualité pour l'édification d'une ville à la romaine, telle qu'Augusto Dunum. De bonnes conditions étaient réunies avec la paix revenue en Gaule. Des notables, des hommes entreprenants s'appuyant sur la nouvelle administration ont vu le parti attiré de cet emplacement. Remodelé pour permettre l'implantation de la ville, il va s'entourer d'un rempart, exceptionnel en Gaule, orné de 4 portes monumentales. Et la construction va s'organiser. Demeures, sanctuaires, aqueducs, thermes, théâtres, notre université, dont nous sommes si fiers. Une école de gladiateurs, des entrepôts, des ateliers vont sortir de terre. Toute une activité dont vous pouvez juger aujourd'hui avec ces bâtiments que vous voyez en travaux. Enfin, le divin Auguste, ayant accepté de donner son patronage à la jeune cité,